Bonjour à tous, bienvenue à ce Tech for Good en Clair spécial Vivatech. Donc on remercie déjà Vivatech de nous avoir proposé d'organiser ce side event spécial sur la Tech for Good pour faire vivre les enjeux de la transition sociale écologique au cœur des startups de demain. Parce que si l'économie de demain peut-être est à Vivatech, on pense qu'elle sera de toute façon sociale et écologique, donc que les startups devront d'une manière ou d'une autre s'y mettre. Alors, je voulais vous présenter trois speakers qui ont accepté d'organiser et de participer à cette conférence aujourd'hui. Deux qui sont les ambassadeurs de Tech for Good France, donc Alexis Angot et Mélanie Marcel, et un invité d'honneur aujourd'hui, Emmanuel Schneider, qui est le coordinateur plan climat de BPI France. Donc, je vous laisse vous présenter. Alexis, en deux mots. Oui, bonjour à tous. Je suis l'un des co-fondateurs de Climat en produit d'intérêt pour l'alimentation. Et je suis en effet ambassadeur au mouvement Impact France. Voilà. Mélanie? Bonjour à tous, donc, je suis Mélanie Marcel, la fondatrice de SoScience, qui est une entreprise spécialisée en recherche et innovation responsable, donc vraiment l'utilisation de la valorisation de la recherche pour répondre à des enjeux sociaux et environnementaux, et également ambassadrice de Tech for Good France. Et du coup, Emmanuel, donc coordinateur du plan climat de BPI France, expliquez-nous. Si je me présente en deux mots, donc moi, en tout cas, je ne sais pas si je suis un invité d'honneur, mais en tout cas, j'ai l'honneur d'être avec vous aujourd'hui, donc ça, c'est chouette. Je ne sais pas si vous souhaitez que je dise un mot du plan climat BPI France maintenant ou plus tard. Oui, maintenant, c'est bien. Donc BPI France, vous pourrez le voir, en septembre dernier, on a annoncé un plan commun avec la Banque des Territoires de 40 milliards d'euros au service de la transition écologique de l'économie. Là-dedans, on avait dans ce package global pour la part BPI France, on a annoncé 20 milliards d'euros sur trois grands piliers d'action dont on va parler plus en détail tout à l'heure. Un pilier d'action centré sur le développement des énergies renouvelables et des projets à base d'énergie renouvelable, qui est une activité historique et importante de BPI France. Une deuxième activité, une deuxième priorité qui concerne la mise en transition des entreprises elles-mêmes, quel que soit leur secteur d'activité. Donc là, ça revient à aider nos clients, et on en reparlera tout à l'heure, à limiter leur impact sur l'environnement, sachant que leur activité n'est pas de faire une solution en faveur de la transition. Ça, c'est la troisième priorité, qui est justement de faire émerger beaucoup plus de solutions qui vont accélérer la transition écologique de l'ensemble de l'économie française, ce qu'on va appeler chez nous les green tech. Chez nous ou ailleurs, d'ailleurs, parfois c'est appelé des clean tech, des green tech ou autres. L'idée étant d'aider des entreprises, notamment des startups, qui développent des solutions technologiques notamment, qui vont favoriser la transition écologique de tiers. Et donc là-dedans, on a un certain nombre de verticales d'intérêt, que ce soit dans les nouvelles énergies, dans l'efficacité énergétique, dans la construction durable, dans l'agriculture et l'agroalimentaire, l'agriculture et l'industrie agroalimentaire de demain, dans la chimie verte, etc., etc. Donc après, on a beaucoup de verticales, sans oublier bien entendu le numérique durable, que ce soit en hardware ou en logiciel ou autre. Et donc, on a beaucoup de verticales d'intérêt et on cherche à promouvoir les startups dans ces domaines. Donc, pour synthétiser, sans entrer trop dans le détail à ce stade, par rapport à la thématique d'aujourd'hui, on cherchera à la fois à promouvoir les startups dont l'activité vont accélérer la transition écologique de tiers, entreprises, particuliers, acteurs publics, mais on va aussi aider les startups elles-mêmes à limiter leur impact sur l'environnement, même si la finalité de leur solution n'est pas tournée vers la transition de tiers. Voilà. Ok, merci beaucoup. Donc, comme je vous le disais, la grande question aujourd'hui, c'est comment l'action publique peut accélérer la transition sociale et écologique des startups, parce qu'on a bien compris, il y a tout un courant pour accompagner les startups green ou impact à se développer. Et donc, ça, c'est super de pouvoir développer comme ça de nouvelles filières qui intègrent la transition écologique au cœur de leur action.
il y a tout un pan aussi des startups qui sont sur d'autres sujets. Et notre question, c'est comment on peut les inciter à intégrer des enjeux social, inclusion, diversité et des enjeux green dans leur modèle, au cœur de leur modèle, pour pouvoir créer finalement une économie de demain qui préserve le capital humain et naturel et qui se concentre sur celui-là au moins autant que sur le capital financier. Du coup, ma première question, ça sera aujourd'hui, est-ce qu'il y a des outils existants qui permettent d'inciter à plus d'engagement social et green des startups, qui permettent d'accélérer cette transition, ou cette transition au tout départ, quoi, d'orienter ou de réorienter son modèle en intégrant ça dès sa création ou son premier développement. C'est un peu une question que je vous pose en premier lieu, Emmanuel. Entendu. Bon, c'est moi qui commence. Donc, nous, on a une vision de continuum sur ces enjeux, sachant que tout n'existe. Alors, peut-être que je commence à mordre sur le deuxième sujet, mais sur le prochain sujet, mais on a des outils existants qui commencent à nous aider à le faire. Ce n'est pas suffisant, c'est clair, et on en est tous conscients, mais on a de premières briques. Là-dessus, on a principalement, on va dire, 3 voire 4 grandes étapes de ce qu'on souhaite faire pour accélérer la transition des entreprises et particulièrement des startups. On a un premier niveau qui va être le niveau de sensibilisation, on va dire, ou un niveau d'autodiagnostic. Donc là, on a sorti des autodiagnostics en ligne qui sont accessibles à tous les chefs d'entreprise, qui vont s'appeler, donc selon les sujets qu'on veut regarder, le climatomètre ou l'impactomètre. Donc là, on a des sujets où les entreprises peuvent s'autodiagnostiquer. Alors bien entendu que comme c'est des outils digitaux qui ont vocation à être remplis assez rapidement, comme leur nom l'indique, ce n'est pas les sujets qui vont remplacer une due diligence complète ESG, mais par contre, c'est un premier pas qui permet d'être sensibilisé à ces questions. Ensuite, on a une deuxième étape qui est l'étape plus du diagnostic en lui-même, où on développe des missions de conseil ou des diagnostics qui permettent justement à des entreprises avec un soutien BPI France qui diminue le reste à charge, d'avoir accès à des experts de certains sujets sur l'environnement ou des sujets d'impact et qui du coup peuvent avoir accès à une forme d'état des lieux de ce qui se passe et à une proposition de premier plan d'action. On a sorti par exemple sur les sujets environnementaux et on a un autre qui va sortir prochainement sur les enjeux de décarbonation. On a sorti déjà un diagnostic qui s'appelle le diagnostic écoflux, qui permet à une entreprise de recenser ses flux de consommation d'énergie, d'eau, de matière et ses flux de déchets et de structurer un plan d'action pour les réduire. Et on a, et on en reparlera peut-être tout à l'heure aussi, des réflexions pour aller plus loin sur des missions de conseil pour mieux prendre en compte les problématiques ESG et ouvrir cela aux startups. Donc ça, c'est le niveau, on va dire, diagnostic. Ensuite, bien entendu, que dans le cadre de nos financements et de nos aides, on va de plus en plus, on commence à le faire, mais ça ira plus loin, on pourra parler de prendre en compte des critères d'externalité ou d'impact dans nos financements. Ça commence aussi à arriver et on commence à le faire. On a sorti dans le cadre de la relance un prêt dit prêt vert qui permet de financer de manière, on va dire, plus incitative les projets qui permettent d'accélérer la mise en transition d'une entreprise et cela peut être ouvert, bien entendu, aux entreprises innovantes et aux offres de solutions. Et le dernier pilier, on va dire, de ce continuum pour aller beaucoup plus loin, c'est ce qu'on appelle chez nous nos accélérateurs. Donc, les accélérateurs BPI France, c'est quoi? C'est des structures où on fait des promotions de 15, 20, 25 dirigeants qui sont ensemble pendant une durée d'1 à 2 ans. Ils ont accès à des formations et des missions de conseil. Et pendant ces formations-là, ils sont sensibilisés à un certain nombre d'enjeux importants pour leur stratégie future. Et on va donner une place beaucoup plus importante aux enjeux de transition dans les promotions en cours et à venir. Et donc, ça leur permet d'aller beaucoup plus loin pour structurer leur stratégie à moyen terme. Donc, pour résumer, des outils d'autodiagnostic pour sensibiliser, des diagnostics pour commencer à faire des plans d'action, des mesures du financement pour les mettre en œuvre et aller plus loin, et des accélérateurs pour approfondir ces sujets. Voilà. Ok, super. Alors, Alexis, vous, en tant que fondateur d'une entreprise et qu'on peut dire d'une start-up qui a réussi, est-ce que vous avez bénéficié de ce type d'outils? Est-ce que ça vous a été utile? Oui, et alors, maintenant, INSEC, c'est à peu près 250 personnes, donc ça devient déjà presque une scale-up qu'une start-up. Et en effet, l'entreprise existe depuis 2011 et on a pu en effet bénéficier d'un certain nombre d'outils. Alors, je suis heureux de voir qu'il y a
certain nombre d'outils dont on n'a pas bénéficié parce qu'ils ont été créés il y a peu de temps, et ça veut dire que la BPI et de manière générale l'action publique se réinvente et développe de nouveaux outils. Alors, et c'est vrai qu'un peu en tant que témoin de ces outils dont on a pu bénéficier, je peux vous donner quelques exemples. On a par exemple, déjà on est financé par le fonds écotechnologie, qui était un fonds qui a été mis en place par la BPI et qui vise précisément à financer en equity, donc en achetant en participant à des augmentations de capital, et qui est un fonds qui est dédié à des startups innovantes avec une action sur l'environnement. Donc, je dirais, voilà, ça c'est une action très, très concrète et très importante. Aujourd'hui, je voyais encore un article ce matin disant que parmi les boîtes du Next 40, on en a plus de 50% qui ont des financements, qui ont la BPI au capital, donc c'est quand même pas rien. On a d'autres fonds aussi qui ont investi à Insect, par exemple à Demeter, qui nous ont obligés à faire un reporting ESG, donc environnement, social et gouvernance, dès leur premier investissement, c'était en 2014. Donc voilà, il y a déjà cette préoccupation de forcer, en tout cas, bah oui, c'est ça, hein, c'est d'obliger les startups dans lesquelles elles mettaient de l'argent à faire ce type de reporting tous les ans. C'est moi qui m'en occupais, donc voilà, c'était pas toujours, ça prenait un peu de temps, c'est une contrainte, faut pas se le cacher, mais c'est aussi un très bon outil, un très bon exercice pour voir ses points faibles en fait. Et je trouve que ça fait beaucoup de sens finalement que les fonds qui investissent beaucoup d'argent, je dirais, orientent les startups dans lesquelles elles mettent en les incitant à faire ce type d'exercice. Et puis, alors même si ce n'était pas forcément, je dirais, l'objectif premier de financement qu'on a pu tenir, par exemple, de l'Europe, on a eu à Insect de mettre en place une analyse de cycle de vie ou de faire un bilan carbone. Et la BPI ces dépenses qu'on leur proposait. Donc, parfois, même si le financement, par exemple le prêt public, n'est pas spécifiquement labellisé, orienté financement de la transition, si vous, en tant qu'entrepreneur engagé, vous avez à cœur de faire financer et de mener un projet de bilan carbone ou d'ACV, bien souvent, les pouvoirs sont OK pour cette démarche-là et vous accompagnent. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en effet, il y a un volet contrainte qui peut, à certains égards, mais il y a aussi un volet incitatif et très, je dirais, d'accompagnateur, en fait, de la part des acteurs publics, que moi, j'ai pu le constater très concrètement depuis le démarrage d'Insect. Et peut-être un dernier petit point que je voulais faire par rapport à cette première question, c'est que, bien évidemment, et c'est le thème de la conférence d'aujourd'hui, l'action publique est primordiale pour pousser, pour promouvoir, pour inciter. Mais pour ma part, je pense qu'elle n'est pas suffisante et il faut vraiment que, et particulièrement dans les startups, les fondateurs portent une vision engagée et portent des actions qui vont au-delà de ce qui peut être porté, soutenu par l'action publique. Et je vais vous citer quelques exemples de ce qu'on a fait, de faire la pub de la boîte ou de nous vanter de ce qu'on a fait, mais simplement pour montrer que c'est possible. On a par exemple signé avec un certain nombre d'autres startups le Parental Act qui donne un mois, en l'occurrence à Insect c'est un mois, mais ça peut être plus. Non, à Insect c'est 2 mois, excusez-moi, mais c'est minimum un mois dans pas mal de startups, de congé paternité pour les pères ou pour même les deuxièmes parents de manière générale. On a également signé un Climate Act dans lequel on s'engage à faire un bilan carbone tous les ans parce qu'on considère que même en tant que startup, même en tant que boîte qui n'ont pas encore atteint un certain stade qui nous obligerait à faire ce bilan carbone, on pense que c'est une bonne chose que les startups ayant déjà atteint une certaine taille critique fassent de manière régulière ce type d'exercice. Donc voilà, je pense que les entrepreneurs sont aussi des sortes des sortes de pionniers, en tout cas, ils montrent une certaine voie, on a une certaine notoriété, on représente notamment, je pense, auprès d'étudiants, une certaine voie de
professionnel possible. Et à ce titre-là, on se doit d'être exemplaire et de montrer l'exemple. Voilà. Ok, bah, c'est hyper, hyper clair et intéressant. Toi, Mélanie, du coup, sur comment on crée des outils qui permettent d'accélérer l'engagement. Est-ce que tu as pu en bénéficier? Est-ce que tu penses que c'est suffisant, trop contraignant? Quelle est ta vision, toi aussi, de praticienne au quotidien de ces dynamiques? Ouais, bah, je trouve que ce qui a été dit est extrêmement important et j'insisterai notamment, c'est très intéressant ce que vient de dire Alexis sur le fait que les fondateurs, les pionniers de ces entreprises souvent portent une vision et que c'est aussi ça qui permet d'avancer. C'est très juste et c'est une bonne chose. Mais moi, je pense qu'il faut aller plus loin du point de vue des politiques publiques. Alors, l'incitation, c'est évidemment clé. Mais à mon avis, il faut vraiment accélérer sur l'accompagnement et sur les outils. Donc, ce qui nous a été présenté par BPI, c'est très intéressant et on voit que c'est des choses qui se mettent en place et ça va aller sûrement de plus en plus loin. Mais pourquoi je dis ça? Je vous donne peut-être un petit contexte théorique. Il y a tout de même, et notamment dans les entreprises innovantes, ce qu'on appelle la dépendance au sentier. C'est l'économiste Philippe Aghion qui en parle. Et en fait, c'est un peu cette spirale assez délétère qui montre que quand on a beaucoup investi, par exemple, dans un type de technologie, beaucoup investi dans un certain type de brevet ou d'innovation, et ben en fait, on investit de plus en plus dans cette même technologie. Et donc, il prend l'exemple du changement climatique en disant, ben, si vous êtes sur des technologies qui ne sont pas très vertes, il y a cette dépendance au sentier qui fait que d'un point de vue économique, il y a toujours une sorte d'impression que c'est plus intéressant de continuer à investir dans cette direction-là, parce que vous avez déjà les brevets, vous êtes déjà un pionnier, vous avez déjà un avantage concurrentiel éventuellement, etc. Et donc, faire le changement, faire la transition vers des technologies plus green demande de sauter une marche, de faire un pas qui n'est pas forcément facile pour les entreprises. Non seulement il faut la vision, évidemment, des porteurs de la boîte, mais ça demande des investissements, ça demande des façons de faire, ça demande des outils qu'on n'a pas toujours. Et donc, je pense qu'effectivement, l'accompagnement des politiques publiques, il est nécessaire, il est clé, et ça peut être des obligations, comme ça peut être de l'incitatif. Et dans des cas de start-up ou d'entreprises assez jeunes, l'incitatif peut marcher très très bien. Donc c'est évidemment vers ça qu'il faut insister et qu'il faut aller. Une chose aussi que je rajouterai, qui sera mon dernier point sur cette première question, c'est que c'est très intéressant de penser les outils, pas seulement les outils de financement, mais aussi les outils qui peuvent faciliter cette transition. Alors là, on a vu les diagnostics, donc ça, c'est vraiment une bonne première pierre. Nous, quelque chose qu'on a remarqué, alors chez Socience, mais qu'on a vu aussi dans le mouvement Tech for Good, c'est que parfois, quand on a des velléités d'impact social ou environnemental, ça devient plus difficile d'être mis en contact avec les bons acteurs du système de l'innovation et notamment des acteurs qui peuvent être clés dans la écologique, qui vont être des laboratoires, des centres de recherche, des universités. Et je ne sais pas si Emmanuel pourra nous en dire un mot s'il y a des choses comme ça à la BPI ou pas, mais est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il faudrait développer des outils qui permettent justement cette mise en réseau, cette mise en contact pour réussir à dépasser des freins qu'on pourrait voir en interne, et donc vraiment un soutien qui, au-delà d'être financier ou d'être sur de la sensibilisation, pourrait vraiment être structuré en fait des groupes d'acteurs qui ont des problèmes communs sur des problématiques industrielles et qui pourraient, grâce à ces mises en contact, travailler ensemble et tenter de les résoudre. Et du coup, très concrètement, est-ce que tu penses aussi à de nouveaux dispositifs possibles d'accompagnement, voilà, au-delà de ce qu'on peut faire pour faire évoluer ce que fait la puissance publique et comment elle les incite? Est-ce qu'il y a des choses concrètes qui pourraient permettre à des entreprises d'accélérer leur transformation qui manquent aujourd'hui?
Ouais, je peux enchaîner parce que du coup, ça fait bien la liaison avec ce que je disais à l'instant. Nous, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. C'est la difficulté à trouver les solutions. Mais aussi, c'est pas juste une question de trouver les solutions en interne ou de développer ses propres solutions. C'est aussi que les problématiques, notamment environnementales, mais aussi sociales, sont tellement complexes aujourd'hui. Et c'est parfois, par exemple, sur une question industrielle précise qui va concerner, je ne sais pas, un fabricant de pneus ou des choses comme ça, et bien, on se rend compte que il y a besoin de toute la chaîne, il y a besoin de la personne qui va faire les matériaux, il y a besoin de la personne qui entretient les routes. Enfin, en fait, il y a besoin de tellement d'acteurs pour réussir à répondre à un problème environnemental autour d'un produit spécifique. Et donc, l'entreprise qui développe sa solution, qui développe son produit, ne peut pas répondre à des problématiques environnementales autour de ce produit. Enfin, elle peut dans une certaine mesure, mais elle ne peut pas répondre à tout si elle n'a pas toute la chaîne industrielle, et ça peut remonter jusqu'au laboratoire qui va par exemple inventer de nouveaux matériaux. Et donc, sur cette question-là précise, qui est le métier de Socience, donc je pense que les deux autres panélistes auront très certainement des dispositifs intéressants à présenter, mais sur cette question-là, de réussir à avoir les bons acteurs autour d'une problématique environnementale ou sociale qui est complexe, un dispositif qui aujourd'hui je trouve, manque dans on va dire, dans le paysage des soutiens publics, c'est vraiment des créations de consortiums pour répondre à des problématiques. Alors, on en a quelques-unes, notamment l'ANR finance parfois des partenariats, donc qui vont être entre un laboratoire et une entreprise, mais il manque un petit peu la capacité à financer vraiment des consortiums complexes avec beaucoup d'acteurs qui viennent d'endroits différents et de chaînes différentes. Et on a un très bon exemple au niveau de la Commission européenne qui elle, finance ce type de consortium. C'est des projets assez lourds. Il peut y avoir des dizaines d'acteurs autour de la table. Mais pour réussir à répondre à ce genre d'appel de la Commission européenne, il faut déjà connaître ses partenaires. Parce qu'en fait, quand on fait une demande de financement, on répond avec tous les partenaires et on dit voilà ce qu'on va faire ensemble. Et donc, un dispositif qui serait vraiment intéressant, au-delà de pouvoir financer des consortiums larges, ce serait de faire en sorte que ces gens se rencontrent, qu'ils aient des lieux vraiment de mise en contact, mais au-delà du networking, de création de projets ensemble pour répondre à des enjeux environnementaux ou sociaux. Alors, c'est une bonne proposition pour Emmanuel. Emmanuel, est-ce que vous, dans les dispositifs nouveaux, parce qu'on voit que vous en avez créé beaucoup rien que depuis la naissance d'Insect, est-ce que vous avez des perspectives justement pour aller plus loin, pour inciter encore plus fortement les entreprises qui viennent à vous et qui sont financées par vous? Alors, je voulais juste, très bonne question, je voulais juste rebondir sur le sujet de la mise en réseau parce que Ouais. c'est un enjeu extrêmement fort et tout de même assez difficile à craquer parce qu'on voit que les enjeux de plateforme ne sont pas forcément évidents parce que des plateformes sur lesquelles on peut s'inscrire pour être mis en relation, il y en a une foultitude. Quels sont les bons critères pour mettre les mises en relation, pour trouver des partenaires externes sans pour autant dévoiler trop fortement en externe sa stratégie et ses besoins, c'est pas non plus évident. Et donc là, on a naturellement qu'on travaille sur des sujets connexes, on a une première plateforme qui est opérée par le Hub BPI France pour aider davantage, mais là plutôt des entreprises matures, enfin matures, plus ou moins matures, à trouver des startups avec qui travailler, mais ça reste une première, des premiers travaux qui méritent d'être naturellement toujours perfectionnés. On a aussi lancé, et je reviendrai sur les nouveaux outils après, une communauté qui s'appelle la communauté du coq vert qui vise à rassembler des entreprises en transition, que ce soit des offreurs de solutions ou non, et après de favoriser des mises en relation. On l'a lancé fin d'année dernière, mais tout l'aspect opérationnel des mises en relation doivent encore être aussi construites, améliorées là-dessus. Donc, je dirais que le chemin est en cours. Donc, pour tout l'aspect mise en relation, c'est un point extrêmement important qui nous occupe beaucoup avec une autre dimension qui est forte, et je terminerai là-dessus sur, alors il y a l'aspect Tech for Good et un autre aspect connexe qui est le Tech in Fab, ou Tech et Fab, où en gros c'est comment on rapproche les entreprises innovantes des entreprises industrielles autour de problématiques communes là-dessus pour notamment créer un tissu industriel plus résilient. On s'éloigne un peu des enjeux des startups, mais on reste dans l'enjeu de l'impact positif sur nos territoires, soit sur des problématiques d'emploi, mais aussi
environnementale, en fait, quand on pense à une résilience globale du tissu économique. Donc, tout ça, c'est des problématiques qu'on regarde. Je ne dirais pas qu'on les a craquées aujourd'hui parce que ce serait beaucoup trop prétentieux, mais là-dessus, on a besoin d'y travailler collectivement avec, sur l'aspect tech, avec les SAT, avec nos partenaires du plan Deep Tech, avec les organismes de recherche, avec les partenaires de nos différents écosystèmes, pôles de compétitivité et autres, associations, incubateurs, etc., pour aussi favoriser ça. Mais c'est un chemin en cours et je n'ai pas de dispositif ou d'annonce à donner, à part, et c'est le seul chose, le point sur lequel je vous demanderais de me croire, sur le fait que on y travaille, on y réfléchit et ça fait partie naturellement en matière d'animation d'écosystèmes, d'actions qui devront accélérer dans les prochains mois. Ensuite, quand je parle des dispositifs, d'ailleurs, je fais juste une aparté là-dessus sur les secteurs en parlant de numérique durable. BPI France est aussi avec d'autres, alors j'ai oublié la terminologie, je vais dire partenaire, mais si ce n'est pas partenaire, je demanderai de m'excuser, de l'initiative Planète Tech Care, qui va aussi dans une optique de numérique responsable. Et on a animé un atelier il y a quelques semaines avec l'ADEME sur les dispositifs pour aider le numérique à réduire son impact là-dedans. Donc, on essaye d'être partie prenante de différentes initiatives. Et maintenant, je vais revenir sur les dispositifs tout de même en faisant juste un petit point qui a été évoqué, je crois, par Mélanie juste avant sur les risques ou les externalités. Je me suis mis un point sur les risques environnementaux. En fait, et d'ailleurs, ça a été dit par Alexis quand il parlait du Climate Act. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on regarde, et ça concerne à peu près tous les acteurs économiques, les risques liés à la transition écologique, on a beaucoup de risques qu'on ne prend pas en compte, que ce soit les risques réglementaires, avec des nouvelles normes qui arrivent sur plein de secteurs. Bon, le risque d'image, j'en parle pas parce que si vous êtes ici, c'est qu'a priori, vous êtes déjà sensibilisé aux enjeux d'image et d'impact. Donc là-dessus, les risques technologiques, Mélanie en a parlé, c'est-à-dire comment on ne se bloque pas dans des trajectoires technologiques qui nous mèneront dans le mur dans les années à venir, sans parler des risques de modèles d'affaires ou si on est trop exposé à des secteurs ou des manières de faire qui risquent de mourir dans 5 à 10 ans, une start-up qui aujourd'hui peut parier sur un mauvais business model, elle peut se retrouver fortement secouée dans quelques années. Et donc, lorsqu'on applique ces risques-là, ces grilles d'analyse à des secteurs ou sous-secteurs, on se rend compte que des entreprises qui ne prennent pas les bonnes décisions pour leur stratégie dans les 2-3 années à venir, start-up, PME, ETI d'ailleurs, peuvent se retrouver fortement secouées dans les années à venir. Et dans une période post-relance, où naturellement qu'on veut accélérer, comme le nom indique, ou relancer la machine économique de manière plus soutenable que dans le passé, en aidant nos clients à se développer de manière harmonieuse, et aussi nous, BPI France, opérateurs publics, dans une logique, bien entendu, où on opère aussi pas que des subventions, mais des prêts aussi, d'une logique de faire des prêts à des entreprises qui seront encore en vie dans 5 à 10 ans, il faut qu'on aide nos clients à prendre les bonnes décisions et que nous aussi, on soutienne les projets les plus vertueux et soutenables. Et donc, tout ça, c'est un peu le contexte qui nous incite, nous, à prendre davantage en compte, et l'État nous le demande aussi, l'impact, notamment environnemental, mais pas que, des projets. Parce que je ferai une petite insiste sur la mixité. Vous avez naturellement suivi tous les enjeux de mixité ces derniers mois. C'est aussi des sujets qu'on regarde fortement. Il y a moins de risques, je veux dire, business pur et dur, quand je parle de risques réglementaires, d'accès à certains marchés, de techno, etc. Mais en parlant d'image et de développement, c'est des enjeux très importants aussi. Donc, tout cet environnement-là fait qu'on doit tous collectivement beaucoup plus se mobiliser là-dessus et prendre en compte l'impact de ce qu'on fait. Au-delà, alors ça peut se faire de deux manières et je vais en terminer là-dessus, soit à travers des nouveaux dispositifs, c'est l'objet de cette question, ou à côté de ça, sur tous nos dispositifs historiques, de regarder beaucoup plus fortement et d'analyser l'impact des projets qu'on finance déjà et qu'on aide déjà via des dispositifs existants. Il y a les deux. Et sur les dispositifs existants, je vais en dire juste 2 mots avant de repasser la parole. On a naturellement, j'en ai parlé, des missions de conseil qui là sont axées sur des problématiques RSE, sur des entreprises plus matures qu'on va essayer d'adapter sur le format pour des entreprises plus jeunes, pour justement les aider à prendre en compte ces problématiques-là, notamment, mais pas que, sur les enjeux de numérique durable, parce qu'en fait, dès les startups, et c'était aussi un peu le point de Mélanie, si on prend des mauvais choix d'architecture logicielle ou autres taux en termes d'impact carbone, ça peut être problématique pour en changer par la suite. Et donc, il y a beaucoup de problématiques qui se posent, qui nécessitent d'être intégrées à ces taux. Ça, c'est le premier point. On va avoir un développement d'offres beaucoup plus conséquent sur les enjeux de décarbonation en tant que tel, puisque ça, c'est un enjeu, on va dire, le plus urgent, entre guillemets, puisque quand on sait collectivement où on en est en termes d'émissions GES et les problématiques que ça pose en termes de vitesse de réduction. Donc, tout ça, en termes de diagnostic, on accélère sur la création de nouveaux produits et ça fera partie, ce sera nos priorités dans les années à venir parce que ce qu'on se rend compte, c'est qu'avant tout, tous les chefs d'entreprise, que ce soit start-upers, fondateurs, patrons de PME, en fait, ce qu'ils ont besoin aujourd'hui, c'est non seulement d'argent, mais surtout d'accompagnement et d'aide. Et c'est pour ça que c'est notre priorité aujourd'hui. Voilà. Ok, c'est hyper clair. Et du coup,
toi, Alexis, est-ce que par rapport à ces perspectives, ça te paraît être effectivement ce qu'il faut aujourd'hui et ce dont ont besoin les entreprises alors qui se créent start-up, mais comme tu le disais, les scale-up aussi, celles qui changent d'échelle, pour essayer de maintenir au cœur ces engagements qui, comme le disait très bien Emmanuel, c'est bien que ce soit enregistré parce que je trouve que le plaidoyer est super, faites bien mon boulot, sont au cœur de leur réussite durable finalement. Ouais, c'est vrai qu'en tant que fondeur de start-up, on a la chance d'avoir un peu l'horizon qui est ouvert à nous et du coup de pouvoir faire un certain nombre de choix qui, dès le départ, sont des choix qui vont dans le sens de la transition écologique et sociale. Et en fait, plus on grossit, plus le navire grossit et plus le champ de direction devient complexe. Je ne vais pas dire la pierre aux voies qui on sait qu'elles peuvent parfois prendre trop de temps à transitionner quelque part. Alors parfois, c'est pour des raisons un peu égoïstes, mais parfois, c'est aussi parce que juste faire tourner le navire prend un certain temps. Et encore une fois, en grossissant, de facto, on crée de l'inertie ou on crée une certaine forme d'inertie. Moi, et c'est vrai que j'ai toujours été animé par ça, je trouve que la question des externalités négatives, ça veut dire en quoi notre activité, l'activité qu'on développe, peut avoir un impact négatif et rarement ou insuffisamment pris en compte. Je vous donne un exemple très concret. À Insect, on peut se targuer de plein de qualités environnementales. On fait une nourriture à base d'insectes. Ça évite d'aller chercher des poissons au large du Pérou pour nourrir des poissons en aquaculture en Europe. Mais on a une empreinte environnementale qui est pas négligeable du tout. On crée des très grosses usines. On fait ce qu'on appelle du greenfield, ça veut dire qu'on va quelque part prendre sur des terrains agricoles pour construire une usine. On ne t'entend plus, je crois, Alexis. Désolée. Est-ce que vous entendez Alexis ou pas? Non. Non. Alexis, on ne t'entend plus. Ah, vous m'entendez plus? Ça y est, on t'entend de nouveau. D'accord. Oui, donc je vais reprendre l'exemple que je donnais. Je disais à Insect, on crée des grosses usines qui prennent de l'empreinte terrain. On a le choix de planter des arbres, quelques dizaines de milliers d'arbres. On a fait le choix de financer une association, l'ASPAS, qui va sanctuariser un terrain de vie sauvage. Mais on n'était pas du tout obligé de le faire. Et c'est là où moi je trouve qu'il y a parfois je dirais, une incohérence. Il y a fait très comme vous le disiez, d'aider, d'accompagner. C'est très bien d'apporter de la conseil technique parce que c'est insuffisant. Et je pense que pour aller aussi au-delà de ça, il faut s'attaquer aux impacts négatifs et quelque part amener de la contrainte. Et typiquement, une entreprise qui, comme la nôtre, va prendre du terrain agricole pour construire une usine devrait, à mon sens, être obligé, et je sais que l'État réfléchit à ces questions d'empreinte de terrain, d'obliger à équilibrer et reboiser ou réensauvager à un autre endroit pour compenser en fait son impact négatif. Et ça, je pense que notamment des jeunes entreprises sont tout à fait prêtes à l'entendre. Et pour moi, ça ferait partie d'une logique gagnant-gagnant pour toutes les parties, en fait. Écoute, super. Et du coup, ça nous amène très naturellement, c'est très bien, à notre dernière question, qui est celle peut-être un petit peu plus polémique pour finir, qui est celle du conditionnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, BPI, évidemment, est une banque publique. Et donc, la question, c'est quel est le poids des engagements socio-écologiques sur 3 volets. D'abord sur le choix, c'est-à-dire le choix des entreprises qu'elles choisissent de soutenir. Est-ce que ces engagements
pèse dans la balance sur ce choix et à quel point il pèse dans la balance et voir est-ce qu'il pourrait devenir, est-ce qu'il pourrait y avoir presque un droit de veto finalement s'il y a une absence d'engagement et à quelle hauteur. La deuxième question, c'est celle du suivi. C'est-à-dire qu'évidemment, BPI est une banque, donc elle suit des enjeux de performance financière pour les entreprises qu'elle accompagne. Est-ce que les enjeux de performance sociale, écologique, vous disiez très bien, ce qu'on dit social, c'est tous les enjeux de l'inclusion, de la diversité, et puis aussi le mode d'organisation de l'entreprise, la répartition des richesses, de la valeur, le partage de la gouvernance. Est-ce que ces indicateurs et ces enjeux-là qui permettent finalement de se projeter, comme vous le dites, plus durablement, ils sont suivis à la même hauteur que la performance financière ou à quelle hauteur aujourd'hui? Et puis, est-ce qu'il y a vous parliez de l'impactomètre ou de climatomètre, est-ce que voilà, c'est les bases du suivi, est-ce qu'il y a des indicateurs clés qui sont ainsi mis en valeur à même hauteur que les enjeux financiers? Et puis la troisième chose, c'est est-ce qu'il y a éventuellement un bonus pour les entreprises qui font mieux, c'est-à-dire qui se transforment plus vite, qui peuvent finalement avoir des impacts positifs, qui intègrent une mission sociale et écologique, au-delà aussi de la limitation de leurs effets négatifs, qui intègrent aussi une mission sociale et écologique positive sur les enjeux du développement durable. Donc, est-ce qu'il y a un bonus à être engagé aujourd'hui pour pouvoir bénéficier du soutien de l'aide de BPI France? Donc voilà, c'est un peu les questions sous-jacentes derrière la question du conditionnement, qui n'est pas une question simple. Oui, on conditionne ou non, on ne conditionne pas, mais qui est la question du suivi de ces indicateurs et de leur place dans les choix et dans le suivi des investissements. Du coup, Emmanuel, je vous laisse la parole. Pas de souci, je vais essayer je ne vais pas monopoliser la parole parce que c'est des sujets extrêmement importants et clairement, je n'aurai pas de réponse définitive à donner là-dessus, d'autant plus que si on reste sur le côté public, notamment sur l'opération notre rôle d'opérateur du pays A4, il y a un certain nombre de choses qui dépendent de l'État et donc il y a un dialogue qui se fait notamment sur la partie suivie, mais j'en dirai un mot tout à l'heure, juste après. Nous, effectivement, BPI France, un de nos enjeux qu'on a et qui est essentiel, c'est d'à la fois préserver les enjeux de développement économique harmonieux des entreprises qu'on suit, mais aussi de chercher à avoir un impact, c'est ce qu'on a dit depuis le début, sur l'économie et sur les territoires le plus favorable et harmonieux possible. Et on voit qu'aujourd'hui, les enjeux de résilience, de soutenabilité, etc., prennent de plus en plus de place. Sur le choix des entreprises en tant que telles, aujourd'hui, il faut savoir qu'on collecte un certain nombre d'indicateurs ESG dans les projets qu'on soutient, notamment dans les appels à projets, dans les cahiers des charges. Il est demandé un certain nombre d'indicateurs qui là sont collectés aujourd'hui et qui sont regardés lors de la durée de vie du projet. Ensuite, il y a un deuxième sujet que je vais mentionner aussi qui est un peu surplombant tout ça. C'est un sujet qui s'appelle la taxonomie européenne qui on va dire, une forme de nomenclature des activités, d'un certain nombre d'activités et qui les croise et qui définit si elles sont plus ou moins vertes. Je ne rentre pas dans les détails là-dessus en fonction de critères définis. Et ça, les opérateurs financiers devront les prendre en compte là-dessus et les entreprises au-delà de 500 salariés dans un premier temps. Donc, on a un certain nombre j'ai parlé aussi des enjeux de risque, on a un certain nombre d'enjeux réglementaires qui, dont de toute façon, réglementaires ou de donneurs d'ordre, si on veut, ou en tout cas de bailleurs de fonds publics, qui nous demanderont de prendre en compte davantage ces enjeux, en plus de ce qu'on a dit. Donc, de toute façon, en termes de suivi et de prise en compte, on va déjà devoir le faire. Par contre, la question qui va se poser, qui aujourd'hui est pas encore totalement tranchée forcément, mais on le voit dans beaucoup de discussions qu'on a, c'est celle de la conditionnalité, où là, effectivement, aujourd'hui, et la question se pose à plein de niveaux, c'est à partir de quand on dit que là, on n'est pas prêt à accompagner un projet qui peut être intéressant pour plein d'enjeux, parce que derrière, il y a les enjeux de souveraineté, de création d'emplois, de beaucoup de choses, et où on met le curseur. Ça, c'est des sujets qui forcément sont discutés avec l'État, mais là, moi, je ne suis pas en mesure de vous faire une annonce en disant voilà où on met le seuil, enfin, où les seuils, par secteur, taille d'entreprise, etc. Ce que je peux te dire, par contre,
c'est que c'est des choses qui sont de plus en plus discutées dans les dossiers, dans les rendez-vous clients et dans les comités, en tout cas chez BPI France. Donc, c'est des sujets qui sont pris à bras-le-corps avec des cas où on demande à ce que il y ait des mesures plus ambitieuses prises en termes de CAPEX à prévoir pour investir. Voilà, on est sur des entreprises plus matures, on s'éloigne un peu des startups, mais en tout cas, les premières briques sont là. Par contre, alors nous, notre position aujourd'hui, et je reprends l'expression de notre directeur général, c'est que lors du jour E, c'est que BPI France a quand même vocation à être, je le cite, un peu l'école de la République des entrepreneurs. C'est-à-dire que nous, notre but, c'est que toutes les entreprises s'y mettent. Et notre but, dans un premier temps, c'est pas d'exclure des entreprises, c'est de dire, avec les bons dispositifs, là, voici ce que vous pouvez faire, voilà dans quelle direction aller et on va vous aider à le faire. Donc, on n'est pas dans une démarche, si j'enlève les sujets, mais qui ne nous concernent pas trop en innovation, pratiquement pas en innovation, voire pas du tout. C'est tout ce qui est charbon, etc. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on exclut parce que ça devient un consensus de place de toute façon et à la limite, peu importe. Pour nous, à ce stade, mais on n'est pas dans une démarche d'exclusion dans l'écrasante majorité des cas. Notre but, c'est plutôt de porter le message, de montrer l'intérêt aux dirigeants de le faire et de les emmener. C'est ça notre vraie position. Donc, on n'est pas dans une démarche d'exclusion, ça ne veut pas dire qu'on ne va rien faire. C'est-à-dire qu'au contraire, que demain, le but, c'est qu'on ait, quand je dis demain, c'est pratiquement en termes calendaires, c'est en rendez-vous client de dire est-ce que vous avez fait ça, ça et ça, de vous donner les outils pour suivre votre impact par la suite et de faire des points réguliers là-dessus pour sensibiliser les dirigeants. Donc, on n'est pas dans une démarche d'exclusion. Par contre, on va être sur de la sensibilisation accentuée et très proactive. Voilà, donc ça, c'est notre position là-dessus sur le premier critère, première question du choix. Le suivi, j'en ai parlé un petit peu, où là, on a un certain nombre de chantiers en interne de prise en compte des indicateurs là-dessus. Donc ça avance aussi. Et plein d'opérateurs financiers, que ce soit banques ou fonds d'investissement, travaillent énormément là-dessus. Donc là, ça avance. Sur les enjeux de bonification, c'est aussi des réflexions qu'on a. Il y a plusieurs manières de bonifier un projet. Il y a le fait que le taux d'intérêt soit moins cher, que la durée soit plus longue, qu'il y ait une part subventionnelle plus élevée. Donc, il y a beaucoup de leviers à activer, des taux d'aide majorés, etc., avec derrière des problématiques d'encadrement réglementaire sur lesquelles nous, on travaille. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas de bonification à annoncer. Par contre, ce que je peux annoncer avec sérénité, c'est que demain, les projets les plus vertueux auront vocation à être soutenus de manière plus ambitieuse par BPI France. Voilà. Après, comment ce sera fait, il faut trouver les bons leviers qui varieront selon la taille de l'entreprise, son âge, le levier d'action, si c'est une subvention, un prêt, une avance remboursable. Voilà. Tout ça, selon les leviers, il y aura différentes manières de le prendre en compte. Mais par contre, ça, c'est une de nos ambitions fortes, de toute façon, qui est cohérente avec tout ce qu'on dit. C'est que demain, de toute façon, les projets qui seront en transition, on a la conviction que c'est eux qui se différencieront. Ce seront les plus résilients, ce seront ceux qui se démarqueront le plus et que dans notre optique-là, c'est les projets qui auront vocation à être le plus soutenus. Donc, dans tous les cas, c'est la marche de l'histoire. Donc, l'idée étant d'emmener tout le monde dans la bonne direction, d'aider tous les entrepreneurs à prendre les meilleures décisions pour eux et pour leurs salariés et leurs parties prenantes. On n'est pas dans une démarche d'exclusion. Par contre, forcément, que si on a la conviction, et c'est la nôtre, que, notamment par rapport à ce que j'ai dit autour des risques, que c'est les entreprises qui auront la transition la plus intelligente, rapide et harmonieuse, qui avanceront le plus vite, c'est ceux-là qu'on aidera le plus. Et donc ça, c'est évident parce que c'est cohérent avec tout ce qu'on s'est dit. Voilà pour ma part. Alors, je n'ai pas forcément de choses à rajouter. Je sais si Mélanie… Non, mais tout à fait. Non, mais ce qui est intéressant en plus, c'est qu'on voit que c'est en train de se discuter en ce moment. Donc, c'est bien parce que nous, on a plein d'idées. Donc, si on peut vous les soumettre, c'est super. Et du coup, je passe la parole à Mélanie pour commencer. Sur, effectivement, nous, la vision qu'on a et des choses peut-être qu'on aurait à proposer pour que ces enjeux commencent à peser de plus en plus lourd dans les choix et dans le suivi des investissements. Oui, alors je pense que ce qui est déjà important de rappeler, c'est que c'est pas forcément que la BPI. C'est-à-dire que, et tu l'as bien dit dans ton introduction, il y a une vraie question qui est la question de finalement l'investissement public. Donc, comment on décide collectivement d'investir l'argent public. Donc, évidemment, ça concerne la BPI directement, mais pas uniquement. Il y a toute autre sorte d'investissement. Je parlais de l'ANR tout à l'heure. Il y a les financements du PIA, etc. L'ADEME aussi. Comment ? Non, je dis l'ADEME aussi, qui est un gros partenaire sur ces sujets, effectivement. Absolument, absolument. Donc ça, c'est le premier point et c'est extrêmement important. Je pense que c'est des choix qui doivent impacter
plus largement, enfin en tout cas largement, ce type de poche de financement. Comment aller plus loin? Alors, c'est effectivement une question très compliquée parce que, et ça a été bien rappelé par Emmanuel, il y a un enjeu à ne pas faire une politique d'exclusion et en même temps, il faut accélérer, il faut aller beaucoup plus vite sur ces sujets. Et donc, la question du conditionnement, moi, je trouve qu'elle est intéressante. Peut-être que ce n'est pas l'ensemble des fonds qu'il faut conditionner, peut-être que c'est une certaine partie de ces fonds, un certain pourcentage, ou peut-être qu'on peut aussi faire des dépenses à cliquer, c'est-à-dire, parce que ce qui a été très intéressant et qu'a mentionné Emmanuel, c'est que finalement, il y a presque un suivi qui est personnalisé de ces fonds parce qu'il y a des discussions avec les fondateurs. Enfin, voilà, il y a des vraies discussions qui s'engagent. Qu'est-ce que vous avez essayé de faire? Est-ce que vous savez qu'on a tel dispositif qui existe? Et donc, on pourrait imaginer des mesures du coup plutôt incitatives, mais en se disant, je ne sais pas, je dis quelque chose au hasard, mais si vous avez tel score sur un certain nombre d'indicateurs, eh bien, vous avez 50% du budget qui est accessible pour vous. Mais si on voit que vous êtes un très bon élève et que vous avez réussi à exploser le score, eh ben, vous augmentez finalement la poche disponible avec vraiment cette idée de mesure incitative. Et du coup, c'est à la fois du conditionnement, mais tout en essayant de permettre à tout le monde de monter à bord et ensuite d'avoir envie d'être le meilleur élève de la classe pour essayer justement d'accélérer sur ces sujets. Parce que ce qui est très, très, très important, c'est qu'on va manquer de temps. Et donc, le conditionnement, c'est pas juste être punitif pour être punitif, c'est essayer d'accélérer la transition des acteurs et surtout leur faire comprendre, ou en tout cas tenter de faire en sorte que ce ne soit pas intéressant pour un acteur d'avoir des politiques qui soient délétères pour le climat ou des politiques qui soient délétères socialement. Donc c'est vraiment ça qu'il faut renverser parce qu'aujourd'hui, ça peut être plus intéressant d'un point de vue très court terme d'être moins conscient de ce genre d'enjeu. Et donc c'est ça qu'il faut vraiment renverser. Et évidemment, en tout cas, c'est le point de vue moi que je porte, le financement public doit être tourné vers cet état d'esprit. Peut-être Alexis, tu veux compléter ou... Au risque d'être un petit peu moins politiquement correct que tous les deux, pour moi, la réponse est oui. En fait, c'est oui, il faut conditionner l'accompagnement public au respect d'engagements sociaux et environnementaux. Particulièrement, alors bien évidemment, il faut être attentif, soucieux des crises que peuvent traverser certains secteurs, des difficultés que peuvent connaître certains acteurs à évoluer. Mais je pense particulièrement dont on parle aujourd'hui, hein, à savoir les startups, on peut se permettre, parce qu'elles y sont sensibles en fait, elles y sont déjà attentives parce que les salariés qu'elles recrutent, ils sont de plus en plus sensibles. En fait, ce que je veux dire, c'est que je pense que les startups sont prêtes à ce conditionnement. Je dirais que l'écosystème, je ne crois pas qu'il se rebellerait contre le fait qu'on lui dise. Alors, bien évidemment, il y a un certain nombre d'outils qui doivent perdurer et qui ne doivent pas forcément être absolument conditionnés à des choses très drastiques, mais que cette logique de don contre don, je t'aide d'un côté, mais je te demande aussi un effort de l'autre. En fait, vous parliez de l'école et Emmanuel, et je trouve que ça fait ça fait un bel écho à ça, c'est-à-dire, voilà, on obtient une bonne note et en retour, on a ce badge-là ou cet appui-là complémentaire. Donc, on peut faire en effet les choses de manière davantage tournée autour de la carotte que du bâton, mais néanmoins de faire comprendre que voilà, ça va dans ce sens-là. Et en effet, si vous ne vous intégrez pas dans cette démarche-là,
finalement, vous allez accéder à beaucoup, beaucoup moins de dispositifs publics. Ça peut être un choix tout à fait acceptable, mais voilà, aujourd'hui, on va dans cette direction-là et je pense que les créateurs d'entreprises d'aujourd'hui et les gens qui rejoignent ces entreprises sont vraiment, encore une fois, tout à fait prêts à l'entendre. Je vois par exemple la question des quotas qui revient régulièrement. Jusque-là, on avait des quotas de femmes, par exemple, sur les conseils d'administration. Aujourd'hui, on a des discussions sur les quotas de femmes au sein du comité de direction. Il y a déjà un certain nombre de startups qui ont pris des engagements là-dessus bien avant que l'État se positionne ou commence à réfléchir sur le... Donc, et d'ailleurs, voilà, juste pour rebondir sur ce que tu dis, pour approfondir, mais dans la même veine, il y a un amendement qui est passé pour la loi égalité professionnelle qui a été discutée le mois dernier, qui du coup maintenant conditionne l'accès à des financements BPI au fait que les entreprises aient réalisé leur index égalité professionnelle et qu'ils aient une note minimale de 75 sur 100. Donc là, on voit que potentiellement, à partir du moment où on a une vision claire des engagements et des objectifs, c'est ça un scoring, hein, c'est qu'il y ait des objectifs, potentiellement, la BPI peut être vraiment un partenaire finalement d'une nouvelle compétitivité sociale écologique. Parce que réinventer la compétitivité, ça se fait aussi avec des acteurs économiques qui sont engagés et qui posent les règles du jeu. Et en ça, la position un peu centrale de la BPI aujourd'hui, elle permet de poser des règles du jeu. Et c'est vrai que nous, ce qu'on porte collectivement à Impact France, c'est de créer un index impact, c'est-à-dire d'élargir l'index égalité pro à des enjeux d'impact social et écologique, inclusion, diversité, qui soit compréhensible pour tout le monde, qui ne soit pas une machine à gaz, mais compréhensible pour tout le monde. Et donc, en parallèle de ce qui s'est fait sur l'égalité femmes-hommes, on a des nouveaux enjeux climat, diversité, inclusion qui soient regardés pour les entreprises. Mais je te laisse finir, Alexis, mais c'était vraiment pour aller dans ce sens. Une dernière phrase, mais pour rebondir sur quelque chose qui a été dit, mais on parle beaucoup on a parlé beaucoup de la BPI parce qu'en effet, c'est un acteur majeur, mais il faut penser également en effet à l'ADEME, à l'ANR, à la Banque des Territoires, à la Caisse des dépôts, et puis à tous les finances européennes. Je vois notamment le IC qui a été lancé il y a 2 ans maintenant, qui est très clairement ciblé sur le financement de la transition écologique et sociale. Donc, voilà, c'est créé pour moi. Il y a un objectif et je pense que c'est en cours. C'est pas du tout une critique de créer de la cohérence par rapport aux grands engagements qui sont pris par les États ou par l'Europe, notamment les accords de Paris, et que quelque part ça diffuse en fait dans l'action publique au quotidien, au plus proche des entreprises et notamment au plus proche des startups, au travers des acteurs que peuvent être tous ces acteurs en effet, le fonctionnement est peut-être l'une des méthodes, une méthodologie à actionner, et particulièrement auprès d'un public, comme je le disais, que sont les startups, qui sont, à mon avis, tout à fait d'équilibre. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. C'était un débat super intéressant. Pour conclure, Emmanuel, je vous transmets juste le message des spectateurs qui demandent si vous pouvez envoyer largement tous les dispositifs existants de la BPI pour bien les transmettre à toutes les personnes qui suivent évidemment notre event, mais aussi à toutes les personnes de la communauté Tech for Good. Donc, je pense qu'on pourra se rapprocher pour bien transmettre les différents éléments qui ont, je crois, beaucoup intéressé les participants. Il y avait une deuxième question aussi sur les accélérateurs BPI et sur les enjeux écologiques et sociaux. Pour finir, un petit retour d'expérience sur ce qui vous paraît marcher ou ne pas marcher aujourd'hui, et quels sont les accompagnements dont on a parlé existants qui marchent très bien, et peut-être ceux qui sont aujourd'hui que vous avez pu tester qui ne sont pas opérants.
Alors, un premier point sur les accélérateurs, donc c'est un dispositif qui a été lancé, de mémoire, ça devait être en 2016, le premier, mais j'ai un doute à une année près. Sur les premières cohortes qui ont terminé donc leur cycle de 1 à 2 ans, ce qu'on se rend compte, et c'est un point très positif pour nous, en tout cas jusqu'en 2020, après, avec le Covid, forcément que les choses sont un peu plus floues, mais c'est qu'en fait, tous les dirigeants en masse qui passent par les accélérateurs, en moyenne, ensuite, leurs entreprises arrivent à se développer plus rapidement que les autres. C'est-à-dire qu'en fait, historiquement, sur le sujet du développement économique, comme les accélérateurs ont vocation à à aider les entreprises à avoir plus de capital humain, les dirigeants rencontrent d'autres dirigeants, ont accès à des formations en continu avec des grandes écoles partenaires, des missions de conseil qui les aident à faire un point sur leur stratégie, leur organisation, leur développement international, etc., etc. Et ben, ça leur permet de croître plus vite que leurs pairs. Donc ça, c'est un succès. C'est un dispositif qui se déploie massivement de plus en plus depuis 2018-2019. On a de plus en plus de dirigeants qui passent par ces structures et c'est quelque chose qui marche à ce niveau-là. Ensuite, dans les axes de progrès, c'est un peu ce que j'ai mentionné. Je ne dirais pas que c'est ce qui ne marche pas parce que en fait, c'était juste pas beaucoup pris en compte dans le passé, mais qu'on va renforcer. C'est la prise en compte des enjeux liés à la transition écologique en les mettant au centre de la stratégie d'entreprise. C'est comment la stratégie d'une entreprise en mettant les enjeux de transition écologique au centre et comment on challenge une stratégie avec ce prisme-là. Et ça, c'est notre axe de progrès qui est pris en compte et qui va se développer dans les prochains mois. C'est que dans tous nos accélérateurs, nationaux comme régionaux et sectoriels, on met ces sujets-là au centre pour justement aider les dirigeants de PME et de TI à bâtir des stratégies de développement beaucoup plus résilientes à l'égard de ça. Et ça, c'est notre axe de développement important. Avec une autre stratégie, c'est un de nos 2 axes essentiels de développement avec tout ce qui concerne la digitalisation des PME ETI françaises, qui est aussi un axe de développement qui n'est pas opposé ou à part, qui doit dialoguer, mais c'est nos 2 axes un peu de progrès pour les prochains accélérateurs et les prochaines promotions. Voilà. Ok, super. Alors, on est arrivé à la fin. Alors, je vous laisse chacun une petite minute de conclusion avant de repartir. Et j'en profite pour vous remercier infiniment de la préparation et puis de l'intérêt vraiment de ce débat qui était passionnant. Peut-être, du coup, Emmanuel, je vous laisse la… Comme j'ai déjà beaucoup parlé, je ne vais pas forcément manger sur le temps de Mélanie et Alexis. Moi, j'étais ravi de participer à cet échange, ravi de continuer les échanges avec le mouvement Impact et avec les personnes qui suivent ces sujets-là en direct chez nous, puisqu'au sein de la direction de l'innovation chez nous, on a beaucoup de personnes qui travaillent là-dessus et qui sont impliquées et sensibles là-dessus. Donc, avec plaisir pour continuer les échanges, vous partager des documents et voir comment on peut aller plus loin sur ces sujets qui sont des enjeux essentiels de société. Voilà. Super, merci. Alexis. Oui, sans langue de bois, aussi pour témoigner que pour avoir, avec INSEC, travaillé, que ce soit avec l'ADEME, avec l'ANR, avec la Banque des Territoires, avec l'Europe et bien sûr avec la BPI, qu'on a systématiquement, mais vraiment systématiquement, affaire à des interlocuteurs. Après, les organisations peuvent être un peu plus lentes à bouger, mais en tout cas systématiquement avec des interlocuteurs qui ont vraiment pris à bras-le-corps ces enjeux-là et qui, très sincèrement, souhaitent accompagner, aider les entrepreneurs à aller dans la bonne direction. Donc, voilà. Je voulais terminer sur cette note quand même très positive. En effet, il peut y avoir des difficultés à bien trouver le bon dispositif et c'est pour ça que communiquer, sensibiliser, et comme on le fait là aujourd'hui, je pense que c'est important. Mais voilà, je termine sur cette note positive. Super, merci. Mélanie. Alors moi, j'aurais une note qui est peut-être un peu moins positive, mais c'est finalement très bien et c'est très logique qu'Alexis était en contact avec ce genre de personnes. Et je pense que les personnes individuellement sont très engagées. Mais du coup, le côté un peu moins positif, c'est que pour moi, il faut aller un cran plus loin, c'est-à-dire que c'est vraiment les institutions qui doivent s'engager. Et donc, c'est une très bonne nouvelle, par exemple, qu'on ait pu organiser ne serait-ce que cette rencontre et qu'il y ait de plus en plus d'échanges sur ces sujets, parce que je pense que les institutions vont dans ce sens-là. Elles y sont forcées, mais les individus sont aussi intéressés à ces sujets. Donc, c'est très, très bien. Par contre, il faut avoir conscience que c'est le début et qu'il faut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Mais voilà, on va continuer à accompagner et à pousser et ça ne va aller que dans le bon sens. Le petit message à
que vous pourrez laisser à Nicolas Dufour-Emmanuel. Nous, on est vraiment prêts à vous aider à accélérer. On a plein d'idées, puis construit aussi des outils parce qu'on pense que c'est le moment de le faire. Mais ce qui est vraiment hyper rassurant, c'est qu'on voit que les choses bougent aussi en ce moment et que c'est en ce moment que les choses s'accélèrent de votre côté. Donc, c'est pile le bon moment pour se parler et travailler ensemble. Donc, encore une fois, merci d'avoir pris le temps pour cet échange en toute transparence. Merci Alexis, merci Mélanie. Et du coup, cet événement pour faire bouger la tech et inscrire les enjeux socio-écologiques au cœur de la tech et des startups et donc de l'économie de demain éclos avec de bonnes dynamiques en perspective. Merci beaucoup à tous d'y avoir participé, d'y avoir assisté et à très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.